Bonjour et bienvenue dans Sans Transition, l'émission où on met chaque mois à l'honneur une personnalité à impact qui agit concrètement pour la transformation durable et responsable des modèles d'affaires. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Pierre Mogendre. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes Nature et Biodiversity VP chez Veolia. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous retracer rapidement votre parcours professionnel? Avec plaisir. Je suis descendu il y a quelques dizaines d'années des hauteurs de Belleville, juste à côté d'ici, pas très loin effectivement, pour aller faire quelques études, et puis donc en l'occurrence à Centrale, à l'école centrale Paris, et l'Institut d'études politiques de Paris. Donc voilà, Centrale et Sciences Po, formation assez classique de ce côté-là, mais j'espère que ça n'a pas fait de moi pour autant un technocrate affreux, même si ensuite j'ai travaillé dans des grandes entreprises, ce qui en plus peut être considéré aussi comme un vice supplémentaire. Je vais essayer de vous démontrer le contraire. Très bien, justement, allez-y, poursuivez, mais sur ce métier sur les métiers de transformation, oui. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce domaine? Je dirais que d'une certaine manière, c'est venu un peu tout seul, dans le sens où, si je prends les différents postes que j'ai occupés dans ma carrière, dans une grande entreprise, je commençais d'ailleurs dans la fonction publique, au ministère de l'Urbanisme, qui à l'époque n'existe plus, car devenu le ministère de l'Équipement, ou que sais-je, ensuite chez Suez, qui s'appelait la Lyonnaise des Eaux à l'époque, et maintenant chez Veolia. Il y a un point commun dont je me suis aperçu, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'à chaque fois quand on m'a proposé un poste, c'est un poste qui n'existait pas. Alors, à partir de là, deux interprétations. Celle que je préfère, parce qu'elle est un peu plus positive, ça consiste à dire, quand il y a quelque chose à transformer, justement, quelque chose avec un sujet un peu compliqué, on ne sait pas trop comment prendre ce mouton à 5 pattes, on va demander à Jean-Pierre de nous débrouiller ça. Une autre interprétation serait qu'à chaque fois, on a essayé de me caser quelque part et on a inventé quelque chose pour me mettre dans un placard. Je ne sais pas si c'était... Bon, je préfère la première, voilà, de ce côté-là. C'est parce qu'on a demandé à Jean-Pierre ou c'est parce que vous, foncièrement, vous pensez que vous aviez cette envie-là aussi de défricher? Bon, en général, c'est une conjonction des deux. Ouais. On montre qu'on a envie de défricher, et à partir de là, quand il y a défriché, on vous le demande. C'est un peu ça l'idée. Alors ça s'est appliqué à des choses très très différentes, hein, finalement. J'étais finalement réfléchissant, à l'époque, c'était la Lyonnaise des Eaux, j'ai dû être le premier monsieur environnement. Un jour, j'ai le directeur de la stratégie de mémoire qui m'a dit, mon cher Jean-Pierre, quels seraient les KPI qui illustrent la performance environnementale d'une entreprise? Bon, c'était il y a 25 ans, c'est pas du tout ces mots-là qu'il a utilisés, mais c'était le but. Voilà, et tu le dévoiles, comme je suis devenu le premier directeur environnement de la boîte, finalement, c'est rigolo, c'est ça. Et dans ce parcours, s'il y avait une rencontre qui a été importante pour vous? Ouais, elle va peut-être vous surprendre. C'était pendant la COP 21 à Paris. J'ai rencontré plein de gens super, plein de gens passionnants, mais la rencontre qui m'a le plus frappé, c'était après la COP 21. C'était une rencontre avec un conducteur de camion benne, vous savez, les camions poubelles. Parce que on avait fait un peu de mécénat de compétences, si on peut dire, et on s'était occupé à l'époque de collecter et transférer les déchets vers des centres qui gèrent les déchets de manière durable, parce que c'était un petit village de 10 à 15 000 habitants, à la COP 21 de fait. Et ce conducteur de camion, de benne, a dit « J'ai enfin compris à quoi servait ce que je fais. » Parce que finalement, alors ça c'est un problème de sa hiérarchie, et j'en fais partie sans aucun doute, toute sa vie, il prenait les déchets, il les transportait d'un point A à un point B. Qu'est-ce qui se passait avant? Qu'est-ce qui se passait après? Finalement, on ne lui avait jamais expliqué. Et là, il a compris que d'une manière ou d'une autre, ce qu'il faisait, c'était utile pour le climat. Donc ça, voilà, il a trouvé du sens. Voilà. Et quand on est dans une entreprise où on a plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de collaborateurs, c'est important. Alors vous le mentionniez, vous étiez à l'origine des premiers balbutiements des préoccupations environnementales des entreprises. Qu'est-ce qui a changé dans ce métier-là tout au long de votre carrière? Qu'est-ce qui vous marque le plus? Ce qui me marque le plus, c'est que maintenant je fais un métier qui n'existait pas à l'époque où j'ai commencé. Première chose. Déjà. Alors, je l'exerce d'une manière différente. Le savoir-être est tout à fait
différent par rapport au moment où j'ai commencé. Moi, j'aurais été monsieur l'ingénieur, j'aurais une jolie cravate, voilà, peut-être. Mais surtout, la notion de travailler sur des sujets complètement holistiques, complètement transversaux, et où on n'a jamais entièrement raison. C'est ça qui a changé. C'est-à-dire que une autre rencontre que j'ai faite, c'était au tout début de ma carrière. Il y avait un directeur général de ma société qui était un puits de science, un personnage fabuleux. Vous ressortiez de son bureau, vous étiez 10 fois plus intelligent que vous en étiez rentré. Alors, il faisait des démonstrations, des développements sur plein de choses. Puis de temps en temps, il vous regardait, il disait « Ah oui, mais le problème, c'est que peut-être que vous ne comprenez pas tout, vous n'êtes pas polytechnicien. » Alors moi, j'étais là, non, je fais centrale, désolé. Et il était sincèrement désolé que le monde entier ne soit pas constitué que de polytechniciens, parce qu'on aurait sauvé la planète si ça avait été le cas. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui a changé, c'est que être à l'écoute, les parties prenantes, comme on dit dans notre langage, c'est pas un nice to have, c'est un must have, véritablement. Et voilà. Donc, quel que soit le domaine dans lequel on travaille, on n'a jamais entièrement raison. Et c'est peut-être ça qui a changé. Dans ce parcours, est-ce que vous avez un regret ? Ouais, je crois que mon regret principal, c'est de ne pas avoir passé plus de temps à expliquer, à dialoguer plus exactement. Alors vous voyez, je suis issu d'une famille de profs, j'ai des mauvais termes. Voilà, on explique. Non, tout le monde n'est pas polytechnicien, ni appelé à le devenir. Donc à dialoguer et à écouter. Voilà, c'est être à l'écoute, c'est certainement le tort pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on est occupé avec nos mails, machin, etc. Et qu'est-ce qu'on apprend quand on est à l'écoute? Ça fait gagner un temps fou. Vous avez le sentiment de vous être amélioré, en tout cas, dans ce domaine? Au moins, je l'exprime. Après, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous révolte, parfois? J'ai juste enlevé la feuille qui est tombée. Oui, pardon. Non, tout. J'ai chopé l'horloge. Quand vous voulez, tu veux reposer la question? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous révolte, parfois, dans l'exercice de vos fonctions? Ça ne me révolte pas, mais ça m'agace un peu, et ce n'est pas forcément à l'intérieur de mon entreprise. C'est quand, après beaucoup de gens, de familles, amis, etc., me disent « On n'a jamais encore compris ce que tu fais. Mais qu'est-ce que tu fais exactement ?» C'est d'expliquer que je ne fais pas forcément des calculs sur des abacs, que je ne fais pas non plus de la communication pure, même si j'écris des choses, même si je calcule des choses de temps en temps. Voilà, c'est le côté holistique, la compréhension du côté holistique, et ça c'est à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, qui est toujours un peu gênante. Encore aujourd'hui? Ah, encore aujourd'hui, de se dire. On fonctionne encore beaucoup en silo, on fonctionne beaucoup toujours en filière. Et les RSE, c'est ça, c'est casser les barrières aussi. Et voilà, c'est encore bien tenace, parce que c'est bien d'être dans son cadre. Voilà. C'est une out of the box, et c'est ça qui me révolte aussi souvent. Malgré ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne des motifs d'espoir, en tout cas qui vous donne l'impression qu'on est en train d'avancer, qu'on touche à quelque chose de vrai? Ouais, parce que je pense que c'est aussi un effet générationnel. On a beaucoup de jeunes qui travaillent dans nos entreprises. On a l'avantage d'avoir des entreprises qui sont assez attirantes, ne serait-ce que par leur activité, puis la contribution qu'elles font quand même à résoudre un certain nombre de problèmes fondamentaux. Et eux, ils sont en mouvement perpétuel. Ils sont en mouvement perpétuel professionnel, ils sont en mouvement perpétuel en matière également de style de vie. Et donc, ils ne sont absolument pas en silo. Je crois que passer sa vie et faire carrière, comme disait ma grand-mère, dans une entreprise qui a pignon sur rue, où on se dit, quand j'y rentre, 40 ans après, je pourrais y être encore, ça ne fait plus rêver personne, ce genre de choses. Et ce n'est pas plus mal, finalement, de se réinventer tout le temps. Donc, c'est ça qui me donne de l'espoir. Et est-ce que malgré tout, l'acteur historique que vous êtes dans ce domaine aurait un conseil à donner à cette jeune génération
qui arrive Bah oui, il faut oser. dans l'exercice du métier. Ouais. Faut oser. Faut oser l'impertinence. Faut oser poser des questions. Faut oser ne pas savoir. Oui. Faut oser complexité. dire je pense que ou je ressens que. Hmm. Parce que c'est comme cela qu'on comprend la société. Très sincèrement, nous, on n'est pas des polytechniciens rationnels tous dans notre monde. Et il faut accepter cette part d'irrationalité, cette part de cœur, véritablement, qui fait qu'on pense plus avec son cœur qu'avec son cerveau, et que les décisions que l'on prend, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde personnel, elles sont largement influencées par l'irrationnel. Il faut faire avec, et il faut au contraire, à mon avis, en être très fier. Très bien. Dernière question avant de passer à votre activité actuelle. Si vous aviez pu faire un autre métier? J'ai fait énormément de théâtre quand j'étais plus jeune. Ouais. Donc mon métier, le métier que j'aurais adoré, c'est être metteur en scène. Je le fais par procuration et par alliance maintenant. Donc plutôt de l'autre côté de la scène. Okay. De l'autre côté, oui. Très bien. Vous êtes Nature and Biodiversity VP chez Veolia. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça consiste exactement? Alors d'abord, c'est beaucoup plus chic en anglais. Hein. Nature and Biodiversity Vice President, c'est beaucoup plus joli que directeur du pôle milieu naturel et biodiversité à la direction du développement durable. Que sais-je, voilà. Puis c'est plus. Voilà. C'est très simple. C'est piloter. On est quand même dans une grande entreprise, donc on va piloter des process quand même, des politiques par rapport à des engagements de la direction générale. Donc quand même, n'oublions pas, on n'est quand même pas des trublions totaux. C'est d'une part, sur le domaine de la biodiversité, faire en sorte qu'on prenne des engagements qui soient des engagements complètement liés à notre activité, que ces engagements ils soient matérialisés effectivement par des actions, et qu'il soit suivi. Ça, je vous explique, c'est un pilotage de process, tout ce qu'il y a de plus bête. Ouais. Mais, petit supplément d'âme qu'on peut dire dans le domaine de la biodiversité, c'est finalement expliquer deux choses. La première chose, et ça va paraître évident, mais ça n'est pas à tout le monde, pour tout le monde très sincèrement, c'est que les métiers de Veolia ont par leur nature même une contribution importante vis-à-vis de la biodiversité. Si vous prenez les 5 grandes pressions sur la biodiversité qui ont été identifiées par l'IPBES, l'IPBES c'est le GIEC de la biodiversité, il y a la pollution, ça tombe bien, c'est quand même des pollués, c'est un peu le métier de Veolia. La surexploitation des ressources, naturelles y compris l'eau, protéger la ressource, régénérer la ressource, c'est aussi le métier de Veolia. Lutter contre le changement climatique, ça tombe bien aussi. L'activité de Veolia, évidemment, est complètement en ligne avec ce sujet. Déjà 3 grandes pressions qui sont complètement en ligne avec nos activités. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, disons, on est les meilleurs, enfin, du tout. Il faut inventer plein de solutions pour faire mieux, et c'est ce qu'on fait avec nos engagements. Bon, les 2 autres, avec la fragmentation des habitats et les espèces exotiques envahissantes, je dois reconnaître que c'est un peu plus loin. Enfin, déjà 3 sur 5, c'est pas mal. Voilà. Bon, déjà, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est pas parce que déjà nos métiers intrinsèquement contribuent à la protection de la biodiversité qu'il ne faut pas s'améliorer aussi dans nos pratiques opérationnelles. C'est-à-dire que nous sommes un grand dépollueur. Le problème, c'est que tout ce qu'on dépollue, ça ne se voit pas par définition. Et aussi, par contre, on est un petit pollueur local parce que quand vous avez une station d'épuration, elle va dépolluer 95% de la pollution, donc les 5% restants, elle va les rejeter quelque part au bout d'un tuyau dans une rivière et il va falloir limiter notre impact. On est aussi, pendant cette casquette-là, un industriel qui gère des sites industriels qui ont un impact local qu'il faut réduire. Et donc on a des plans d'action bien évidemment qu'on a lancés, en particulier sur les 150 sites les plus sensibles qu'on a identifiés dans le monde pour la protection de la biodiversité. Troisième chose, et il y a quand même une petite dimension commerciale dans tout ça, excusez-moi, nous sommes une entreprise de nature commerciale évidemment, on a quand même un certain nombre de solutions, en particulier issues de notre politique d'innovation, qui sont des solutions qu'on va mettre au service de tout le monde, parce qu'elles créent vraiment de la valeur. Les fameuses solutions fondées sur la nature, les SFN, qui consistent à dire
Il y a des infrastructures grises, mais on peut mettre aussi des infrastructures vertes sans les opposer, mais elles sont parfaitement complémentaires, en particulier dans la gestion du grand cycle de l'eau, refaire des zones humides artificielles, des endroits où on va lutter contre l'expansion des crues, etc. Ça, c'est du savoir-faire Veolia, et c'est quelque chose qui est de plus en plus utile dans un contexte où il y a toujours trop d'eau, par exemple, ou pas assez, et pas au bon endroit. Voilà, ça, c'est quelque chose de très fort à indiquer là-dessus. Donc, c'est véritablement expliquer notre métier, pour autant expliciter que nous devons d'avoir une exemplarité opérationnelle en tant qu'industriel, et puis travailler effectivement avec notre équipe commerciale, nos équipes d'innovation pour forger les solutions de demain. Très bien. Comment vous jugez la prise en compte de la biodiversité par les entreprises? On a le sentiment qu'il y a eu une étape 1 qui était le carbone. C'est la nouvelle frontière, quelque part, le vivant? Alors, il y a un parallélisme des formes incroyable entre le climat et la biodiversité. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu m'occuper de biodiversité, parce que c'est le même scénario que ce qui s'est passé avec la COP21. Vous avez un rapport scientifique qui dit « Attention, on est au bord de la catastrophe ». Ce n'est pas les plus 4 degrés, c'est la 6e extinction de masse. Ce n'est pas le GIEC, c'est l'IPBES. Vous avez un alignement des planètes extraordinaire. Il a mis du temps sur le climat, sur la biodiversité, ça a été beaucoup plus vite. Pensez à la COP15 de Montréal, tout le monde a dit, qu'est-ce qui va en sortir? On a dit, on n'aurait jamais imaginé qu'il en sorte quelque chose d'aussi fort. Un alignement des planètes entre les États et la communauté internationale, les investisseurs, qui sont toujours quand même les aiguillons des entreprises, les entreprises, les ONG, les collectivités locales, le grand public. L'alignement des planètes, il s'est fait en moins de 2 ans, alors qu'il a mis 10 ans à se faire sur le climat. Voilà. À partir de là, c'est écrit. Et tout le monde se mobilise pour la biodiversité, et on le verra encore à la COP16, à Cali. La seule différence, effectivement, peut-être, c'est que y a plein de fausses bonnes raisons pour ne pas lancer une politique biodiversité. On va dire, il n'y a pas l'indicateur magique, l'équivalent CO2. L'équivalent CO2, il est magique, je ne sais pas s'il est magique, il est unique. En tout cas, dans l'avantage du truc, il est consensuel. Je ne sais pas si c'est le meilleur, enfin, il est consensuel. Mais on parlait tout à l'heure des 5 pressions sur la biodiversité. Là. Il n'y a pas d'indicateur pour mesurer la dépollution, il n'y a pas d'indicateur pour mesurer la lutte contre le changement climatique, il n'y a pas d'indicateur pour mesurer les ressources économisées. Ben si, ça c'est des grands classiques. Bon voilà, déjà on va travailler là-dessus. Donc pas sur la biodive elle-même, mais sur les facteurs de pression. Et là, on a tous les KPI que l'on veut. Le fait de dire c'est local. Ah ouais, non mais si vous n'avez pas de politique globale, enfin je défends ce que je fais, le local, va falloir un peu... il y aura des gens de remplis de bonne volonté et des gens qui le seront moins. Donc si on n'a pas une politique corporelle sur le sujet, ça ne marchera pas. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que, heureusement, franchement, on sent beaucoup d'appétence de la part des entreprises, parce qu'elles ont intégré complètement ça. Parce que le discours sur maintenant la biodiversité d'aujourd'hui, c'est comme le climat d'hier, et ça sera un must-have, et ça ne sera pas un nice-to-have, ça a été véritablement déjà intégré. La seule question, c'est le comment. C'est-à-dire qu'actuellement, effectivement, mais c'était foisonnant, c'était la même chose sur le climat, vous avez 50 initiatives différentes qui sortent 50 guidelines différentes, tout aussi bonnes les unes que les autres, sans aucun doute, mais moi, je suis patron d'une entreprise de taille moyenne et je ne vais pas passer mes nuits à lire des guidelines sur la biodiversité parce que j'ai un peu autre chose à faire. Qu'est-ce que je fais? Voilà, donc c'est un peu ça la chose. Donc il va falloir simplifier et puis surtout ne pas oublier le bon sens là-dedans. Le bon sens, c'est qu'on gère le risque biodiversité, parce que c'est la gestion du risque, exactement comme on gère un autre risque. On regarde s'il est matériel, on regarde comment on peut le qualifier, soit géographiquement, soit par type de risque. On l'évalue, on le priorise, on fait les plans d'action qu'il faut, on suit les plans d'action, on évalue leur efficacité, etc. Voilà, c'est de la gestion du risque, tout simple, sauf que ça s'appelle biodiversité et que ça s'appelle pas autre chose. Donc quand on garde ce bon sens, véritablement, que vous fassiez du SBTN, du TNFD ou du que sais-je, si vous voulez, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc là, on essaie vraiment de travailler, en particulier au C3D, où on a lancé un groupe de travail biodiversité, sur le sujet, en partenariat avec une association qui est extraordinaire également, qui s'appelle AURÉ,
Et justement, on explique aux entreprises ce bon sens. Et en plus, il y a un outil que Auré a développé, qui est une plateforme de référence, avec des choses très très simples, des choses véritablement de bon sens, qui va permettre à chacun finalement de trier le bon grain de livret et de se lancer dans une politique biodiversité. Justement, sur ce bon sens, est-ce que vous auriez un exemple concret à nous partager, soit que vous avez mené vous au sein de Veolia, soit qui vous a marqué dans une autre entreprise? Oui. Pollution lumineuse. Ça, c'est pas absolument nécessaire de faire des grandes études pour se dire qu'un des sujets les plus importants vis-à-vis de la protection de la biodiversité, c'est la pollution lumineuse. Alors, vous remplacez sur vos sites industriels, qui ont besoin quand même d'être éclairés un peu jour et nuit, parce que, bon, pour toutes les raisons qu'on imagine, vous mettez des LED à la place des ampoules classiques. Impact en matière de biodiversité évident, c'est-à-dire qu'il va y avoir des espèces, toutes les espèces nocturnes qui vont être absolument ravies. Et puis en plus, vous économisez de l'argent parce que ça consomme moins d'énergie, vous avez un super retour sur investissement. Alors c'est vraiment le truc basique, si vous voulez. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas ça partout. Très bien, vous avez mentionné le C3D. En quoi c'est important comme outil pour vous, pour l'ensemble des directeurs RSE? Et voilà, est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur quelques travaux que vous menez en ce moment? Vous avez parlé du groupe de travail sur la biodiversité. Non, je pense que le C3D, premièrement, il est là pour casser les silos. Il est là pour que tout le monde discute avec tout le monde, que tout le monde s'aperçoive qu'il n'est pas seul dans son coin, et qu'il n'est pas aussi complètement dans son écosystème client-fournisseur, parce que discuter de sujets de RSE avec des gens qui, a priori, sont complètement d'un secteur d'activité différent du vôtre. En réalité, on découvre plein de points communs. Et je pense qu'une entreprise engagée d'un secteur d'activité plus proche d'une entreprise engagée d'un autre secteur d'activité, plutôt que d'un collègue qui est du même secteur d'activité, mais qui est le pied sur le frein, très sincèrement. Voilà. Donc, déjà, on casse les silos. Et puis, une fois de plus, on parlait de ces sujets compliqués. C'est pas par quel boulet prendre. Si c'est se dire, bon, on va faire des pilotes, on va essayer de détourner la chose, faut pas qu'il trop embrasse mal les trains, on va faire des pilotes, on va travailler ensemble sur des choses, entreprises régénératrices par exemple. C'est un beau concept, faisons des choses concrètes sur le sujet. Ah tiens, si je fais ça avec telle entreprise, oui, ça fait c'est de l'entreprise régénératrice. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est duplicable? Est-ce qu'on peut passer à l'échelle? Je sais pas, voilà. Mais c'est ça qu'on fait au C3D, avec une humilité absolument totale. On a le droit de se planter, on a le droit de se tromper, véritablement, mais on essaie justement de mettre du concret et du bon sens, une fois de plus, autour de sujets dont on sait que c'est des sujets importants, que c'est les sujets de demain, mais surtout qu'il ne faut absolument pas traiter en se gargarisant par des grands mots. Justement, vous parliez d'entreprises régénératrices. J'ai l'impression un petit peu une crainte chez les acteurs de la RSE de toucher au greenwashing parfois quand on parle de ça. Est-ce que vous pensez que c'est la visée de l'entreprise? Est-ce que vous pensez que c'est possible de l'atteindre? Ou est-ce qu'une entreprise aura toujours un impact même minime dans ses activités? Une fois de plus, il faut commencer petit, il faut commencer par des pilotes. C'est-à-dire que j'ai certainement dans les activités de mon entreprise, des activités qui vont être un peu plus facilement dans l'esprit de l'entreprise régénératrice, et d'autres qui le seront moins. Commençons par celle-là. Parce qu'on se dit, si on se dit, on ne le sera jamais entièrement, on ne fait strictement rien. C'est comme l'exemple, les faux prétextes pour ne pas lancer le politique de biodiversité. Commençons par nous appuyer sur des choses positives, une fois de plus. Sur ce que l'on peut faire, sur des quick wins, sur des choses qui ne sont pas si compliquées à faire. Et une fois qu'on aura enclenché la mécanique, on pourra s'attaquer à des plus beaux objets. Et ça, c'est pas du greenwashing que dire ça. C'est simplement du bon sens. Un autre sujet qui vous a, j'imagine, beaucoup occupé et animé ces derniers temps, c'est la CSRD. En quoi concrètement, vous, chez Veolia, vous voyez que ça peut être un outil de transformation du modèle d'affaires et comment vous jugez de son appropriation par l'ensemble des entreprises via le prix du C3D, par exemple?
Je crois qu'il faut sortir des positions de principe et des effets de manche sur la CSRD. Ouais. Moi, j'entends deux positions, a priori irréconciliables, consistant à dire la CSRD va changer le monde, les rapports entre les entreprises, leurs investisseurs, etc., parce qu'il y aura tout. C'est le manuel des castors juniors, il y aura absolument tout dedans. Et ceux qui disent, c'est un espèce de produit horrible, un monstre technocratique, Ouais. qui est complètement découplé de la réalité et qui ne servira à rien, sinon à faire passer du temps et de l'argent à des entreprises qui pourraient faire autre chose. C'est les deux positions. Très sincèrement, je pense qu'il faut avoir une position médiane. Premièrement, la CSRD, c'est une opportunité. C'est une opportunité de faire passer les bons messages avec un langage commun, ce qui est génial. Souvent, en tant qu'entreprise, vous passez des messages dans votre ERD, dans votre rapport annuel, sauf que personne ne les comprend parce que le langage n'est pas commun, tout simplement. Je vais rechercher des mots-clés, etc. En fait, là, au moins, c'est une grammaire commune. Donc ça, je pense que les messages seront d'autant plus forts. Il y a des exercices imposés, heureusement, qui sont imposés. Je veux dire, reporter sur le climat, c'est absolument fou de ne pas le faire. Et puis aussi des exercices libres où on pourra parler de ce que l'on souhaite. Au passage, vis-à-vis de la biodiversité, c'est génial parce que ça a permis de booster la biodiversité. Il y a un ESRS, comme on dit, sur la biodiversité. Là, c'est un bon booster pour que les entreprises se posent la question. Voilà. Donc ça se fait avec beaucoup, beaucoup de pragmatisme, beaucoup d'humilité aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a une notion de progressivité. On ne peut pas être parfait en un jour. Les CSRD vont s'améliorer au fur et à mesure. Et je pense que s'il y a un petit séisme CSRD, il est plutôt pour les entreprises de taille moyenne en France, puisque le seuil en gros de 500 salariés était baissé à 250 pour simplifier. Et là, effectivement, avant, elle était soumise à rien, donc elle se trouve dans une situation d'entreprise un peu plus importante il y a 10 à 15 ans. Il va falloir faire du reporting, il va falloir que ça, mais c'est extraordinaire. Justement, c'est le début de quelque chose qui a montré son intérêt. Et puis aussi, n'oublions pas que la CSRD, c'est européen. Des entreprises qui étaient dans des pays qui avaient transposé la directive précédente, qui s'appelait la NFRD, de manière un peu soft. De la France, on était des super bons élèves de ce côté-là. Eh ben, ils vont se retrouver à avoir à raconter un peu plus de choses que les 10 pages qu'elles mettaient dans leur rapport financier annuel. Voilà. Donc, c'est à mon avis, le séisme, il est là, de ce côté-là. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup les grandes entreprises parler de la CSRD, mais c'est certainement pas là où le séisme est le plus grand. Très bien. Il nous reste quelques secondes. Je vous propose une carte blanche pour terminer. Est-ce qu'il y a un thème, un sujet que vous voudriez mettre en avant pour terminer l'émission ? Ouais, on a été très interpellés au conseil d'administration du C3D, c'est l'administratrice qui nous a passé l'article, par un article qui est sorti il y a quelques jours dans un journal belge, je crois qu'il s'appelle l'Union de mémoire, où un prof HEC Liège dit les entreprises brûlent, ça rappelle quelque chose, et nous regardons des KPI. Voilà. Donc, et la question, c'est le management par les KPI, c'est bien, mais le management par l'humain, c'est pas mal non plus. On était justement dans cette notion de mettre un peu d'irrationnel dans tout cela et plus d'écoute. Et je pense que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Il faut absolument éviter ces dérives technocratiques, y compris quand on fait de la CSRD. Ça a été le fil conducteur de cet échange. En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et c'était Sans Transition l'émission. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci à vous. Au revoir.